Djeneda, jeune malienne, vétérinaire de formation, a été retrouvée inerte dans sa ferme en France, ôtée la vie par son mari, retraité français, M. Jean-Paul Ngunzu, agriculteur, père de ses 3 enfants. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, n'hésitez pas, à vous qui tombez sur cette vidéo pour la première fois, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, aujourd'hui, nous allons parler de ce drame qui s'est passé dans la vie d'une jeune africaine. Djeneda, jeune malienne, vétérinaire de formation, fille des notaires, donc des personnes nobles instruites, malienne née à Bamako, fait des études, finit avec brio et distinction, commence la vie active, elle commence à travailler jusqu'à ce qu'elle rencontre Monsieur Jean-Paul Ngunzu, qui est membre principal du syndicat agricole qui organise des formations à l'étranger. Donc, ils allaient pour faire des formations à l'étranger dans l'agriculture. C'est dans ce cercle-là qu'ils rencontrent Djeneda, qui vient de finir, qui est vétérinaire. Monsieur Jean-Paul Ngunzu lui fait des avances. Il s'intéresse à elle. Elle est jeune, elle est belle, elle est ambitieuse, elle a un travail en main. Il lui fait des propositions, il veut se mettre avec elle, il veut se mettre en couple avec elle. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Djeneda tombe sur le charme de Monsieur Jean-Paul Ngunzu. Sa famille est très contre. Ils sont opposés parce qu'ils estiment qu'elle a tout l'avenir devant elle. Elle est jeune, elle vient à peine de finir. Ce métier-là, il y a beaucoup à faire au Mali. Pourquoi un aussi vieux? Un monsieur qui tendait déjà vers la retraite. C'était celui-là qu'elle avait choisi et de qui elle était amoureuse. Après avoir insisté, ses parents se sont retrouvés impuissants devant sa décision parce que Djeneda était adulte. Elle a donc décidé de rejoindre M. Jean-Paul en France. Quand ils arrivent en France, ils vont vivre dans la ferme de M. Jean-Paul. Ils vont vivre dans la ferme de M. Jean-Paul. 3 jours après son arrivée, ils ont introduit tous les papiers à la mairie. Ils ont décidé de se marier pendant l'année 2008. Donc, Djeneda est arrivée en France en 2008. Elle devient épouse Ngunzu. Donc, Djeneda Ngunzu, on va l'appeler comme ça, Madame Ngunzu, commence à vivre avec M. Jean-Paul. Fille instruite, fille ambitieuse, qui aime bien écrire dans son journal intime tout ce qu'elle fait, des biens, de mauvais, son évolution, tout ce qu'elle rencontre. Djeneda était très active dans son journal intime. Donc, elle écrit un peu tout ce qui se passe dans sa nouvelle vie. La rencontre avec les nouveaux voisins, l'élevage en France, le climat, la nouvelle vie de mariée, vivre avec un homme âgé et tout ça. Donc, Djeneda avait l'habitude d'écrire dans son journal intime. Ce qui a servi. Djeneda a fait la rencontre des voisines avec qui elle s'entendait très bien, avec qui elle partageait. Elle a fait des rencontres avec des personnes qui ont déclaré et qui ont reconnu que c'était une fille très intègre, très gentille, abordable, accessible, une fille qui voyait la vie du bon côté, une fille travailleuse, une fille déterminée, une fille qui voyait les choses du bon côté. C'est comme ça que Djeneda, la première année à laquelle elle est arrivée, donc en 2008, elle conçoit et elle tombe enceinte. Djeneda a eu ses 3 enfants successivement parce qu'elle était consciente que M. Jean-Paul était âgé. Elle lui offre une famille, une vraie vie de famille parce qu'elle était déterminée dans cette relation-là, motivée et elle tenait à vivre avec lui. En 2012, Djeneda commence à se plaindre chez la marraine d'une de ses enfants, qui est une de ses voisines avec qui elle s'entendait bien. Elle lui dit, tu sais, moi ça se passe pas trop bien, Jean-Paul m'écrit dessus, il me méprise, il me parle mal et tout ça. Ça, c'était la première alerte. Donc elle dit ça à la voisine lui dit, il faut porter plainte. Il faut te plaindre. Il ne faut pas accepter qu'il te parle comme ça. Tu es la mère de ses enfants, tu travailles, tu fais tout. Et en sachant que à cette époque-là,
Parce qu'en 2012, M. Jean-Paul était déjà à la retraite. Il ne travaillait plus. Geneda l'avait épousé bien vieux, un retraité, un agriculteur retraité. Geneda commence à se plaindre, ça se passe très mal dans son couple, sa voisine est au courant, Geneda ne porte pas plainte. Ça continue, les années passent, Geneda continue à se plaindre jusqu'à un jour en 2016, Geneda est fatiguée. Elle a travaillé toute la semaine, elle n'a pas envie de sortir, elle n'a pas envie de bouger. Monsieur Jean-Paul vient lui dire qu'il veut sortir les enfants pour aller jouer au poney. Il veut bien qu'elle les accompagne. Elle n'a pas envie, elle est fatiguée, elle dit non, allez-y, j'ai pas trop envie, je préfère rester couchée, prendre un peu mon temps. Il le prend très mal, il s'énerve. Il vient, il la tire du lit, il la roule au sol, il lui crie dessus, il est énervé et tout ça. Elle n'en croit pas ses yeux, elle reste inerte, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Il se fâche, il prend les enfants, il les amène quand même à aller jouer avec les poneys. Geneda est très surprise, elle est dépassée, elle fond en larmes, elle appelle les voisines. Donc elle appelle la marraine de sa fille, qui vient, qui se présente, elle lui raconte la scène et tout ça. Elle lui dit, mais non, tu ne peux pas accepter ça. Depuis 2012, tu te plains. Mais pourquoi tu le laisses? Vu que tu ne fais rien, il va continuer à te traiter comme ça. Donc, sa voisine l'encourage. C'était la première fois que Geneda est allée porter plainte à la police contre son mari. Pour abus, pour violence verbale, physique, parce que la tirée du lit, c'est de la violence physique et tout ça. Donc, ça, c'était la première plainte qui a déplu à Jean-Paul. Jean-Paul était très fâché parce qu'il a compris que Geneda veut faire genre, elle comprend les systèmes, commencer à se plaindre de lui. Les problèmes ont commencé. C'est aller de mal en pire, de pire en pire, en pire, en pire, jusqu'à ce qu'elle n'en pouvait plus. Elle a demandé de partir. Geneda est donc partie de chez Jean-Paul vivre toute seule avec les enfants sans être encore divorcée. Parce que les divorces, c'est une procédure. Quand Geneda part, elle fait la rencontre d'un autre garçon, un autre monsieur. Elle tombe sur Jean-Michel, lui qui est un producteur de lait. Vous voyez bien que Geneda habite en campagne. Donc, il n'y a que des agriculteurs, des gens qui font ce genre de métier-là, qui sont autour d'elle. Donc, lui, c'est quelqu'un qui traite le lait bio. Donc, il a son business, il a aussi sa société. C'est quelqu'un qui s'en sort bien dans la vie. Donc, Geneda tombe amoureuse de lui. Elle entame une relation amoureuse avec lui. Ça devient son compagnon. Pendant cette période-là, elle est en procédure avec monsieur Jean-Paul Ngunzu pour divorcer parce qu'elle n'en peut plus de son caractère. Déjà, il est vieux, il est retraité. C'est lui qui la maltraite. Elle a fait son choix de vie, qu'on respecte. Donc, avec Jean-Michel, lui aussi, il voulait aller découvrir le Mali. Et en sachant que Geneda, depuis qu'elle était venue en 2008, elle n'était jamais rentrée au Mali. Ça faisait déjà 9 ans. Donc, avec Jean-Michel, ils veulent aller au Mali pour qu'elle aille présenter ses 3 enfants à ses parents, surtout que sa mère était malade. Elle se disait, on ne sait jamais, les parents comme ça, ils ont des mauvaises surprises. Tu vas juste apprendre qu'elle est décédée. Mieux vaut que j'aille maintenant, je lui présente les enfants. Donc, quand ils font leur plan, ils achètent leurs billets, ils organisent leur voyage. Geneda doit avoir l'autorisation de Jean-Paul, le papa de ses enfants, pour que les enfants quittent le territoire parce que c'est lui leur père. Tu ne peux pas juste te lever un bon matin comme ça, tu prends les enfants, tu voyages avec eux sans que le papa soit au courant. Les enfants étaient mineurs. Donc, elle va voir Jean-Paul pour lui dire que les enfants doivent partir avec moi au Mali. On part avec Jean-Michel et tout ça. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Le Mali, c'est trop dangereux. Au Mali, il y a ceci, au Mali, il y a cela. Moi, je ne veux pas que mes enfants aillent là-bas. C'est des terrains, des territoires très, très dangereux. Je risque de les perdre. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. Je ne veux pas. Je suis catégorique. Je m'en fous que tu ailles avec ton Jean-Michel ou quoi, mais mes enfants ne partent pas d'ici. Elle dit, mais comment ça? Moi, j'ai déjà tout organisé, acheté les billets, tout ça. C'est pas possible. Le Mali, s'il était aussi dangereux, je n'aurais plus dû avoir de la famille là-bas. C'est juste pas possible. Il y a des gens qui vivent au Mali. Ces enfants-là sont maliens, elles sont métisses. Ce sont mes enfants. Ils ont le droit d'aller voir leur mamie. Prise des têtes. Ils ont commencé à se tirailler. Il n'y avait pas le choix. Il a compris qu'elle allait partir. Donc, sous cette colère, fureur déjà, d'être abandonnée par une jolie fille que lui, il est parti chercher en Afrique, qui vit maintenant officiellement avec Jean-Michel, qui a une société qui s'en sort bien, qui est plus jeune que lui. Il est déjà jaloux de ça. Et maintenant, elle veut prendre ses enfants, les amener au Mali. Il avait peur, il se disait peut-être avec Jean-Michel, ils ont leur plan d'aller les laisser là-bas pour qu'ils viennent vivre leur vie. Je ne vais plus voir mes enfants. En tout cas, il s'est fait plein de films dans sa tête qui lui ont poussé à prendre une décision radicale, de prendre son fusil de chasse pour aller attendre Geneda
à la ferme qui appartenait à Geneda. Pourquoi? Quand Geneda est arrivé, la première année, lui, il était déjà vieux. Il avait déjà sa ferme dans laquelle il avait travaillé toute sa vie. Il s'est marié à elle 3 jours après. Il a fait un contrat de mariage avec elle pour dire qu'ils avaient séparation des biens. Donc, étant son épouse, elle n'avait droit à rien. Mais vu que Geneda était formée, elle avait un travail en main, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a vendu sa ferme. Donc, toi, tu t'es marié à quelqu'un qui te vend son bien. Il lui a vendu ça à 200 000 euros. Geneda a accepté d'acheter la ferme de son mari. Donc, dans ce mariage-là, Geneda travaillait dans la ferme, elle avait un salaire et elle lui reversait 2000 euros tous les mois. Qu'elle reversait à son mari, c'était des contrats qui étaient à la banque, qui étaient partout chez les notaires. Donc, elle lui payait la ferme. C'était sa ferme à elle. C'est pour ça que, quand elle s'est séparée de lui, elle continuait à aller à la ferme où lui, il habitait. Parce que lui, il habitait dans cette ferme-là. Ça veut dire que Geneda, là, elle s'était mariée à un vieux. Elle habite dans une ferme, isolée toute seule, dans un coin perdu de la France. Elle travaille dans la ferme. Elle a un salaire parce qu'elle est salariée, elle doit déclarer ses revenus. Et maintenant, dans son argent, elle repaye la ferme à son mari, qui habite aussi dans la même ferme avec elle, où elle fait des enfants. Elle lui fait 3 enfants par amour parce que c'est son mari. La ferme n'est plus au mari, mais à elle. Donc, ça veut dire que ce mari-là habitait chez elle. Quand ils ont des problèmes, Geneda sort de la ferme, elle va habiter juste à côté parce qu'elle doit s'occuper de sa ferme. Elle est en relation avec Jean-Michel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît ses horaires. Il vient l'attendre à la ferme bien chargée. Il arrive là, elle vient innocemment avec sa voiture pour garer, commencer sa journée parce qu'en plus elle doit voyager, elle a plein de choses à faire. Lui, dès qu'il la voit descendre comme ça, elle veut s'avancer, il a bien pointé, tata, tata. Il a ôté la vie à Geneda par jalousie, par colère, parce qu'elle voulait voyager avec ses enfants, les amener au Mali, d'où elle vient, où elle a grandi, dans la ville de Bamako. Ça s'est passé comme ça, c'était un gros scandale. Donc, Jean-Paul, après avoir commis cet acte-là, il est rentré chez lui tranquillement, s'est posé, boire son café, et après s'est rendre tout seul au service de force de l'ordre pour aller déclarer ce qu'il venait de faire. Très surpris, on retrouve Geneda, effectivement, il a fait ce qu'il a déclaré. Donc, on le coffre, on le met en garde à vue pour lui demander qu'est-ce qu'il lui a pris et pourquoi. Il explique tout ce qui s'est passé et il dit que si c'était à refaire, il l'aurait fait parce que elle ne pouvait pas emmener ses enfants là-bas et en plus avec un autre homme. C'était juste une catastrophe, un scandale, que personne n'a compris son comportement. On a pris Geneda, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on l'a enterré. Jean-Michel, il est resté seul, le projet Mali à terre, à l'eau. Tout le monde était surpris dans le voisinage parce que c'était des gens qu'on connaissait bien. Geneda, vous imaginez bien que dans des coins comme ça, il n'y a pas plusieurs Africaines. Donc c'était une fille qui était très remarquée, très connue, qui avait des bonnes relations avec le voisinage, qui a perdu la vie comme ça, ôtée par un retraité, un homme qui ne la méritait même pas. Ce qui m'intrigue dans cette histoire est que, pourquoi on en arrive là? En tant qu'Africaine, c'est vrai que l'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour n'a pas de couleur. L'amour, c'est un sentiment naturel. Mais franchement, à un moment, il faut aussi un peu réfléchir au genre de sentiments qu'on peut avoir. Quand vous voyez cette jeune fille-là, en plus, ce n'est pas une fille qu'on a ramassée au village, une illettrée qui vivait sans espoir. Non, c'est une fille qui avait fait des études, qui pouvait même s'en sortir au Mali, qui pouvait même s'en sortir dans n'importe quel pays, toute seule, sans homme. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour gagner sa vie, parce qu'elle avait un diplôme. Pourquoi aller tomber amoureuse d'un vieux comme ça retraité qui t'amène vivre dans un coin perdu? Tu ne fais même pas la belle vie. Tu es là dans le... C'est vrai que c'était son travail, elle aimait ça. Mais pourquoi accepter d'acheter un business de ton mari? Donc cette fille, si on réfléchit bien, elle a quitté le Mali. Elle a laissé ses parents, où elle pouvait investir au Mali, vivre comme une patronne, une dame respectée, faire des bonnes choses pour faire évoluer ce pays-là. Elle vient ici, en France. Elle investit dans le business de son mari. Donc, elle lui rachète le business. Lui, déjà, il est vieux. Il profite de sa jeunesse. Donc, il ne va même pas lui laisser un héritage. Donc, je ne sais pas. Il a racheté ce business-là pour en faire quoi? Pour aller payer la maison des retraites? Peut-être. Il espérait vivre jusqu'à 100 ans.
aller payer sa maison de retraite parce qu'il n'avait pas bien cotisé, ça on ne sait pas. Ou pour laisser l'héritage aux mêmes enfants. C'était quoi la motivation de Geneda de racheter le business de son mari avec qui elle vit dans le même business? Ils habitent dans la ferme qu'elle est en train d'acheter. Pendant qu'elle est l'épouse, elle ne va pas l'hériter de cette ferme-là. Si elle avait un salaire, elle aurait pu acheter sa propre ferme à côté. Acheter sa propre ferme et puis commencer son business à elle parce qu'elle aimait ce travail-là, elle était vétérinaire. Déjà, c'est un mauvais calcul. Donc, elle habite avec un vieux qui n'a pas toutes les capacités des jeunes, qui est vieux, qui est fatigué, qui est aigri, qui commence à avoir des symptômes d'Alzheimer, des comportements bizarres, avec qui vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes délires. Un vieux, c'est un vieux. Un vieux, c'est pas un jeune, je suis désolée. Un vieux va rester vieux. Chacun a ses raisons pour lesquelles il peut se mettre avec un vieux. Elle aime peut-être les délires des vieux. Ok, elle a fait son choix d'être avec un vieux. Mais dans tout couple, il faut quand même une sécurité. Tu ne vas pas te mettre en couple pour commencer à vivre à tes propres frais comme une personne qui n'a personne dans sa vie. Parce qu'avoir la vie de cette fille, c'était comme une femme seule. Elle avait un travail, elle prenait 2000 €, elle repayait. Ça veut dire qu'elle était capable de repayer 2000 € pour un business qu'elle aurait pu acheter toute seule. Non, elle a préféré repayer ça à son mari qui l'insultait, qui abusait d'elle. Parce que quand on a retrouvé son journal intime, on a vu tout ce qu'elle avait déjà écrit. Elle l'écrivait, elle se plaignait déjà depuis la première année qu'elle était arrivée. Donc, dès qu'elle avait accouché son premier enfant, là, la première année, ça n'allait plus déjà dans son couple. Mais avec l'éducation africaine, elle protégeait, elle gardait, elle prenait sur elle. Et c'est allé de mal en pis, de mal en pis, de mal en pis. Il a continué, il a voulu l'écraser, l'exterminer. Elle-même, elle dit, il l'a traité comme son esclave. Donc, toi, tu lui donnes l'argent et lui te traite comme son esclave dans ta maison, dans ta ferme, parce que c'était sa ferme. Elle l'a acheté, même si elle n'avait pas encore fini de tout payer. C'était déjà sa ferme, elle l'a payé. Et pourquoi accepter ça? Pourquoi se livrer comme ça? Déjà, tu vis en isolement. Tu n'as même personne pour te réveiller, te faire bouger un peu. Les gens, l'entourage des personnes avec qui elle vivait, elle les avait trouvés là-bas. C'est des gens qui ont grandi dans des fermes, qui ont une certaine mentalité, qui ont une façon de voir la vie, de faire les choses qui ne sont pas des façons de voir la vie des Africains. Ça veut dire que peut-être qu'elle aimait cette vie-là, elle s'est intégrée, donc elle est devenue comme eux. Mais ça veut dire qu'elle gobe tout. Les femmes européennes ne gobent pas tout. Les femmes européennes ne se laissent pas briser, écraser comme ça la plupart du temps. Les femmes européennes qui font ces business-là des fermes, ce sont des femmes d'affaires. Ce sont des femmes éveillées. Je ne pense pas qu'elles pouvaient accepter un contrat comme ça et accepter d'être humiliées et prendre sur elles comme Geneda le faisait. Geneda a mélangé les deux cultures. Elle a commencé à prendre sur elle en tant qu'Africaine qui tolère, ah c'est l'homme, ah c'est comme ci, ah c'est comme ça. Mais en même temps, elle a pris la mentalité européenne de racheter le bien de son mari. À un moment, il faut choisir un côté. Soit tu deviens européenne, tu fais tout comme eux. Elle, on ne rigole pas avec elle. On ne les tape pas, on ne les maltraite pas comme ça la plupart du temps. Soit tu es africaine, tu es soumise, tu fais l'africaine. Quand tu es africaine, tu pars aussi avec tes intérêts. Faut pas mélanger les cultures à l'envers. C'est vraiment dommage de perdre une fille intelligente. Le Mali a perdu une fille qui pouvait faire évoluer le Mali, faire développer leur pays, ramener du nouveau dans l'agriculture malienne, qui pouvait rajouter un plus, qui pouvait embaucher même des Maliens ici. Elle était capable d'acheter une ferme. Elle aurait pu embaucher des frères maliens, les entraîner, les former et tout ça. C'était quelqu'un qui avait des capacités, qui allait tomber sur un vaurien, un monsieur foutu qui a fini sa vie, un retraité qui n'était pas capable d'épouser une jeune Française de cet âge-là. C'est très rare de trouver une jeune Française de cet âge-là avec un vieux pourri comme ça de 71 ans. En plus de ça, qu'il la maltraite, qu'il ne la chouchoute pas. Quand les Européennes, on les voit avec les vieux là, ce sont des milliardaires blindés qui les amènent dans des bateaux privés, dans des jets privés. Elles sont là pour l'argent, c'est officiel. Elles se font des poupées Barbie. On les voit comment elles profitent que de l'argent du monsieur. Mais lui aussi profite de leur beauté. Maintenant, elle était jeune et belle comme ça. Elle va aller se donner à un vieux agriculteur qui n'a même pas d'argent à lui laisser, qui lui fait acheter son vieux business qui n'a pas marché toute sa vie à 200 000 €. Elle se donne la peine de rembourser. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait des enfants. Quand elle a couché ces enfants-là, elle était consciente que leur papa était très vieux, qu'il pouvait décéder à n'importe quel moment. Elle était préparée à être veuve, à élever ses enfants toute seule. Alors maintenant, elle le flattait comme ça. Pourquoi? Elle voulait le mettre en condition de belles vies comme si c'était un homme qui le méritait. Il ne le méritait pas parce qu'il a passé toute sa vie seul, aigri, sans femme, radin. Il ne voulait pas donner son argent à qui que ce soit. La preuve est que quand il a épousé, il ne voulait pas lui donner son argent.
Maintenant, pourquoi faire des sacrifices comme ça? C'est le complexe de la peau, c'est le complexe d'avoir des enfants métis, c'est le complexe de venir en Europe, c'est le complexe de quoi? De dire que j'ai une ferme, toutes ces plantations, c'est à moi. Toutes ces vaches, ces bœufs et tout ça, c'est à moi. C'était quoi le but? Ou c'était l'envoûtement? Ou c'était quoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre le choix de cette fille. Elle n'avait jamais vécu avec des vieux. Elle habitait à Bamako avec des jeunes, avec ses parents. Elle n'avait jamais vécu avec des vieux blancs. Elle n'était pas en maison de retraite pour dire qu'elle a une attirance vers les vieux blancs. Elle ne les connaissait pas, elle ne les fréquentait pas. Au Mali, il n'y a pas plein de vieillards européens là-bas. Les Français qui sont là-bas, ils viennent pour les business. Ils ont un certain âge. À la retraite, ils retournent en France. Ou alors, ils quittent la France, ils viennent acheter leur maison là-bas au Mali pour faire leur retraite, s'il y en a qui le font. Mais donc, elle n'était pas dans un entourage des vieux. Elle a sauté sur l'occasion de Jean-Paul Ngouzou. Pourquoi? Parce que c'était le seul blanc qui s'offrait à elle. Parce que c'était une opportunité. Parce que c'était quoi en fait? C'était quoi la motivation? Il faut qu'on arrête de rêver. Qu'on arrête de penser que... Il faut qu'on arrête de rêver. Il faut qu'on arrête de croire qu'être avec un blanc, c'est réussir la vie. C'est des mentalités pourries. Parce que si c'est pour être avec un blanc comme ça, qui te maltraite, qui t'insulte, qui te fait racheter son business, qui te traite pas comme une femme, pas comme une personne. Elle-même, elle a dit dans son journal intime qu'il l'a traitée comme une esclave. Pourquoi elle acceptait d'être traitée comme une esclave par un vieux? Et moi, ce qui m'a encore dépassé est qu'elle était jeune. Je me demandais comment il faisait pour la battre. Elle avait tellement peur de lui parce qu'elle, elle était jeune. Elle était jeune et elle est africaine. Comment elle faisait pour se laisser battre? Alors, c'était une fille très timide, une fille douce, une fille docile qui s'est laissée écraser. Parce qu'avant de prendre des grandes décisions comme ça, de quitter ton pays, aller t'isoler dans un pays toute seule, sans personne, il faut être une fille courageuse. Il faut savoir que si ça chauffe sur moi là-bas, comment je vais faire? Il faut être capable. Il ne faut pas prendre des décisions parce que tu apprends que les gens ont fait, toi aussi tu vas aller faire. Les gens qui font ce genre de choses, elles sont des filles courageuses qui ont les yeux bien ouverts, qui savent que si ça chauffe là, comment je vais me défendre. Tu ne peux pas aller t'exposer comme ça, tu vas dans un coin perdu ou peut-être tomber sur des gens qui n'aiment pas ta couleur, tu peux tomber sur des gens qui n'aiment pas les gens qui viennent d'Afrique, vous comprenez ce que je vais dire. Tu pars tomber sur eux, comment tu vas te défendre? Dans un coin perdu là où elle vivait là comme ça, comment tu vas te défendre? Comment tu vas faire pour vivre là-bas? Même si tu as suivi l'amour, même si tu as suivi ton métier, parce qu'elle était vétérinaire. À savoir que tous les vétérinaires français n'habitent pas dans des coins perdus comme ça. Ils n'habitent pas là-bas. Donc là-bas, elle était même au village, dans un coin où il n'y a rien qui peut te plaire en tant qu'une fille qui vient de Bamako, quand même, c'est une grande ville. Une fille qui vient de la capitale va accepter d'aller vivre là-bas avec les chèvres et les moutons et pour être maltraitée. Maltraitée par qui? Même pas par un beau gosse, un bon tonton, un sugar baby. Elle va accepter ça d'un vieillard, d'un homme qui va déjà à la retraite, qui peut être en maison de retraite. Ça, c'est vraiment dommage. Ce monsieur a été jugé, il a été condamné. Mais il a quel âge? Il a déjà 71 ans. Il a déjà fait toute sa vie. Même si on le prend, il lui reste peut-être 5 ans. Il peut développer une maladie là. Déjà, il va se laisser partir. C'est quelqu'un qui a profité de sa vie et il a bien fini sa vie avec une belle jeune femme. Il a très bien fini sa vie. Des deux, c'est elle qui a perdu. Parce que lui, on le prend en prison à 71 ans. Tous les gens vont comme ça le sortir de la prison pour aller le soigner. Parce que là, les bobos ici, là, mal ici, là, mal ici, là, mal là-bas. Il va bientôt crever. Il a bien passé sa vie. Donc, elle s'est sacrifiée pour rien. Elle lui a laissé des enfants. Elle lui a laissé des enfants qui vont continuer à porter son nom pourri là. Son nom Ngozi là. Ces enfants vont porter ce nom là. Après lui avoir ôté la vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Réveillez-vous. Réveillez vos consciences. Réveillez les consciences de vos petites sœurs. Qui idéalisent l'homme blanc. Qui idéalisent d'abord même l'Europe. Qui idéalisent qu'avoir des enfants métis, c'est ça même réussir la vie. C'est pas réussir la vie. Nous-mêmes là, nous ne sommes pas des métis. Hein? Donc nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne sommes pas des gens. Les gens qui ont accouché les enfants noirs, ce ne sont pas des enfants. Il ne faut pas penser que quand tu as des enfants métis, tu as réussi la vie. C'est une couleur, comme une autre. Ce n'est pas synonyme de bonheur en Europe. Traîner les enfants métis, ça ne veut pas dire que toi tu es mieux que ceux qui ont des enfants noirs. C'est quel complexe que les gens ont qui sont même prêts à se mettre avec des vieux comme ça. Combien de filles à ce jour prennent des décisions comme Jeneda? Elles sont là, elles sont en train de chercher les vieux blancs là, les vieux agriculteurs là qui sont toujours à la recherche de l'amour. Il faut demander leur âge.
Pourquoi ils n'ont pas des femmes à leur âge? J'ai 62 ans, j'ai 65 ans, j'ai comme si... Ils sont en train de chercher des jeunes femmes. Pourquoi ils ne cherchent pas des jeunes françaises? Et qui ont les bonheurs à offrir, qui ont les fermes à laisser aux gens. Pourquoi ils ne cherchent pas des jeunes françaises? Parce qu'ils ne peuvent pas les aimer. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ta génération. Surtout, tu n'es même pas né en France, donc tu ne connais même pas sa culture. Tu viens d'Afrique, tu as ta culture. Lui, il a sa culture. Vous allez vous mélanger à cet âge-là. Ça n'a pas de sens. Si tu viens d'Afrique et que ton gars aussi est d'ici, vous avez à peu près les mêmes âges, vous pouvez même commencer quelque chose ensemble. Non, lui, il a déjà fini la vie. Hein? Quand il allait au concert de Claude François, toi, tu n'étais pas encore né. C'est celui-là que toi, tu veux faire ton mari. Hein? Quand il allait au concert de Johnny Hallyday, toi, tu n'étais pas encore en Europe. C'est celui-là que toi, tu veux faire ton mari. Mais non, il faut chercher un mari de ta génération. Si tu es déjà en Europe, l'Europe, c'est ici qu'il y a tous les blancs. C'est chez eux. Il y en a des millions, des millions, des milliers, des milliers. Tu choisis là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui te correspond. Pourquoi toi, tu es jeune, tu vas aller te mettre avec un vieux qui n'a même rien? Hein? Si même on peut voir que, d'accord, tu as suivi même l'argent. Hein? Bientôt, là, c'est toi qui vas être sa femme de ménage. Tu vas comme ça les laver, lui faire les soins, lui faire les petites toilettes. Comme il est très vieux là, tu seras sa soignante à la maison. On te comprend, reste là-bas. Quand même, il y a même l'héritage. On peut même dire que, ok, c'est par intérêt. Il n'y a même pas d'intérêt dedans. Tu pars t'asseoir là-bas, qu'il y a quoi? En Europe, ici, il y a plein des Africains qui cherchent des femmes, des bonnes femmes comme Djeneda, qui ont fait des études, bien éduquées, qui viennent de bonnes familles, filles soumises, filles calmes. On le dit parce que si elle est restée à la disposition des Jean-Paul, un vieux comme ça, une vieille peau comme ça, la laisser la maltraiter, c'est que c'était une bonne fille. C'était une fille bien éduquée. C'était une fille calme. Elle n'aimait pas des problèmes. C'est pour ça qu'elle prenait sur elle. Donc, c'était une fille que les gens recherchent. Elle avait les qualités d'une personne qui a la volonté de rester dans un mariage. Une fille qui peut accepter de payer le bien de son mari en couple dans la maison. C'est une très bonne femme. C'est ça les femmes que les gens cherchent. Donc il y a des jeunes ici en Europe qui cherchent des femmes comme elle. Elle va prendre et sa beauté, et son éducation, son talent, sa sincérité en amour, aller donner à un vieillard qui la maltraite. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas chercher le blanc à tout prix. Quand tu cherches les blancs, que ce soit un bon blanc, comme il y a des gens qui viennent en mission ici en Europe pour chercher un blanc, mais cherche un bon blanc. Tu es dans leur pays, dans leur continent. Il y en a des milliers. Cherche quelqu'un qui te correspond. Quelqu'un qui pense comme toi, quelqu'un avec qui vous pouvez vous compléter, avec qui vous pouvez faire la vie. On n'a pas dit d'aller prendre n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a même dans son propre pays, il ne peut trouver personne. C'est celui-là que toi tu vas prendre. Il va te chercher en Afrique, il vient et puis tu restes. Mais si tu arrives en Europe, tu le fouilles. Eh bien, il faut dire la vérité. Tu prends quelqu'un comme ça là, quand tu arrives première année, tu es maltraité, tu fouilles, tu l'abandonnes parce qu'il ne te mérite pas déjà. Pourquoi accepter d'être maltraité par un homme comme ça? Quelqu'un qui est en train de finir sa vie. Le monsieur va finir sa vie tranquillement en prison. La prison de l'Europe, elle est bien, elle est propre. Même si elle est sale. Il mérite d'ailleurs d'être dans un coin sale. Même si elle est sale. Il a combien d'années qu'il y reste? Déjà, les conditions là, si ce n'est pas bien, ça va lui créer des maladies, il va mourir. Lui, il va mourir de vieillesse tranquillement. Il a bien fait sa vie. Et elle, la pauvre, elle laisse maintenant des enfants. Elle laisse 3 enfants. C'est vraiment grave. Il faut qu'on arrête de rêver comme ça. Qu'on arrête à penser que une ferme même, c'est le bonheur. Ce n'est même pas comme si on t'a acheté un appartement sur les Champs-Élysées. Ça va même t'étonner parce que même les touristes sont étonnés d'être sur les Champs-Élysées. Toi-même, tous les matins, tu es surprise que waouh, j'ai quand même un appartement sur les Champs-Élysées. Non. Une ferme de 200 000, avec le travail qu'elle avait, si elle travaillait ici en France et qu'elle payait bien ses impôts, elle pouvait prendre un crédit, acheter une maison correcte de 200 000 qu'elle allait payer toute seule. Elle pouvait même continuer à faire son travail de vétérinaire là. Pour quelqu'un, payer les 200 000, le crédit de 200 000. Et à savoir même qu'une maison de 200 000, ce n'est pas le gros luxe. Ce n'est pas la villa. Donc, ce n'est pas comme si elle s'est battue pour un luxe. 200 000 euros, c'est même le prix des appartements. Dans les grandes villes, 200 000 euros, c'est même le prix des appartements. Et ce n'est pas des appartements de 100 mètres carrés. Donc, pourquoi aller se sacrifier au village avec une pourriture comme ça, te battre? Je ne sais pas, elle s'est battue pourquoi. Déjà, elle a atterri en Europe, elle est partie là-bas. Donc, pour elle, l'Europe, c'était le village là, le coin perdu là où il n'y avait personne. Même si elle aimait son métier. Même si elle aimait son métier. C'est vraiment terrible. Il faut empêcher aux gens de faire des choses comme ça. Si tu as ta soeur, tu as ton frère qui est déterminé à trouver un Européen, aide-le à trouver un bon Européen.
Il y en a des milliers, c'est leur pays, c'est leur continent. Si tu n'as pas trouvé en France, tu pars chercher en Allemagne, tu pars chercher en Hollande, tu pars chercher partout. Tu vas trouver. Mais tu trouves quelqu'un de ton âge, de ta génération. Quand vous les voyez, et ils se marient là, ils se marient, ils ont 1 an de différence, ils ont les mêmes âges, ils ont toujours les mêmes âges. Pourquoi toi, tu vas prendre quelqu'un qui a plus de 30 ans? 30 ans, ils avaient un écart d'âge de 30 ans. 30 ans en plus, il est pauvre. Pauvre de pauvres. Quand on voit les belles filles là, elles sont des millionnaires, des milliardaires. Les Européennes elles-mêmes qui aiment les vieux là de plus de 40 ans là. C'est pour l'argent, tout le monde sait. Pourquoi on les photographie et puis on rigole? Parce qu'on voit qu'ils s'offrent mutuellement. Elle offre sa beauté, lui il offre l'argent. Tu ne peux pas prendre ta jeunesse, aller donner à quelqu'un qui a travaillé dans les champs, dans les bêtes. Il n'a aucun respect déjà de la femme parce qu'il est habitué à traiter les gens comme les animaux que lui il a élevés toute la vie. Pourquoi aller faire ça? Ça, c'est une grosse perte pour son pays, perte pour sa famille, perte pour ses amis, les gens qui l'ont connu, les gens qui l'ont enseigné, qui l'ont instruit. C'est une grosse perte et c'est désolant. Ça fait mal. Il faut que les filles prennent ça en exemple pour réfléchir. Pour réfléchir à ce qu'on te propose. Tu pars, même si c'était un Européen, même si les gens vont rigoler, que tu as fait que 2 ans de mariage. Maman, tu pars. Ça ne fait rien. Il ne faut pas rester dans des couples comme ça parce qu'on va dire que le blanc là l'a chassé. Maintenant, si on t'a chassé, ça fait quoi? Les Africains aussi chassent leurs femmes, les femmes africaines aussi chassent leurs maris. Même si tu pars dans un mariage avec un Français, ça ne marche pas, ça fait quoi? Tu n'as qu'à sortir de là. On va se moquer de toi 1 an, 2 ans, et puis après on va oublier. Ce n'est pas parce qu'elle s'était opposée à sa famille qu'elle était obligée de rester là-bas, subir. Maintenant, lui là, il était habitué à tirer sur ses animaux. Vous avez vu comment il a traité? Parce que pour lui, ce n'est pas nouveau. Il est habitué à le faire. Déjà, quelqu'un qui te méprise, il ne te considère pas, donc dans sa tête, pour lui, c'était pareil. La preuve que c'est lui-même qui allait se dénoncer. On ne l'a même pas cherché. C'est vraiment terrible, c'est horrible et ça fait mal. En tout cas, que cette vidéo vous fasse réfléchir et que vous preniez des bonnes décisions. On ne veut plus des cas comme ça. Des cas comme ça, c'est des grosses pertes et ça énerve. Ça énerve parce que ce que Jean-Paul Ngunzu a fait là, il ne pouvait pas faire ça à une Française. Déjà, il n'avait pas trouvé une Française de cet âge-là. C'est rare et c'est très difficile de le faire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye.